Et salut à tous, bienvenue dans le podcast du jour. Ça faisait un moment que je n'en avais pas enregistré. Ma voix était un peu à l'arrêt pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux ces derniers temps. Et aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration, le temps et la profonde envie de reprendre les podcasts, de refaire exprimer ma voix et de mettre dans la matière les nombreuses idées que j'ai eues pendant ce temps un peu de repos, de mise en retrait qui a fait beaucoup de bien. Mais j'ai noté pas mal d'idées, donc je ne sais pas encore vraiment comment ça va sortir au fur et à mesure des semaines ou des mois, mais je pense que c'est pas trop mal. Et aujourd'hui, je voulais donc aborder un sujet qui est assez évident en pratiquant le design humain évidemment parce que c'est ma came, mais je voulais aller un petit peu plus deep dans ce que cet outil amène. Au sujet de la définition slash de la redéfinition de soi et de ce que ça peut amener comme, alors j'aime pas trop dire le mot travail, mais comme conséquences sous-jacentes, on va dire, qui ne sont ni bien ni mal, mais qui arrivent malgré tout du temps qu'on est prêt à se confronter à certaines choses. Après, encore une fois, le cheminement autour du design humain, je dis absolument pas que j'ai tout compris, je ne dis absolument pas que j'ai la science infuse, mais ça reste quand même un outil qui me fait, énormément réfléchir sur moi, sur mes interactions, sur mes relations avec moi et avec les autres, sur tout ce qui est shadow work et cetera. Donc c'est tout ce que j'aime, aller vraiment deep et cetera. C'est pas forcément le prisme de tout le monde et c'est OK, c'est très bien. Chacun, en fait, vivra cet outil comme il ou elle le veut, au moment où il ou elle le veut, où il ou elle le peut aussi, parce que je pense qu'il faut aussi considérer qu'on n'est pas forcément prêt à tout faire d'un coup, à tout faire dès le début, ou à s'investir entre guillemets «complètement» et totalement, assez rapidement. Ça se dessine au fur et à mesure et après, tout le monde n'est pas du tout obligé d'aller aussi deep et de faire, les liens que je vais faire ou que d'autres vont faire. Mais je voulais quand même aller voir un petit peu cette notion de définition slash redéfinition. Le design humain, je ne vais pas reprendre ce que c'est, hein, pour, ceux qui pourraient éventuellement découvrir, je vous invite vivement à aller, je pense, écouter un de mes podcasts, bien précédents qui parle de ça ou aller, regarder quelques définitions par là et ailleurs. Mais pour résumer énormément, c'est un outil de connaissance de soi qui s'appuie sur, plusieurs sciences anciennes et modernes et qui nous donne en fait le fonctionnement de notre corps, de notre véhicule, notre fonctionnement intérieur. Alors pour les plus sceptiques, effectivement, la base, elle est un peu perchée au ciel, mais si vous écoutez un ou une analyste qui sait faire les liens dans le concret, dans le matériel, en vous donnant des exemples, en général, vous êtes assez bluffé, parce que c'est pas la première fois que j'en parle à des gens soi-disant très sceptiques, qui ferment bien leur bouche à la fin, parce que c'est la plupart du temps très pertinent, voire quasiment tout le temps, mais bon, on peut pas trop se saucer sur son propre podcast, donc voilà. Donc, au sujet de la définition de soi, je précise que c'est quand même un centre G qui vous parle, donc pour ceux qui auront un centre G non défini, prenez vraiment ce qui résonne, ne prenez entre guillemets «peut-être pas trop à cœur», sachez que pour vous, il peut y avoir, des fluctuations, hein, au niveau de l'identité, de votre amour de soi, de votre direction, c'est OK, c'est normal. Donc je n'en reste pas moins un centre G défini dans mes 3 schémas, donc c'est quand même assez ancré, donc c'est avec cette saveur-là que j'aborde ce podcast, OK? Dans notre société, dans le monde, de toute façon, depuis, que le monde est monde, sauf, on va dire, quelques rares extraterrestres, on a une définition de nous, mais on est quand même beaucoup définis par les autres et par le regard des autres. On est des êtres sociétaux, on vit à plusieurs, sauf, encore une fois, des êtres très, très, leaders dans l'âme ou des grands ermites, qui, se retrouvent dans leur définition, on va dire. On est tous, baignés là-dedans, hein, qu'on le veuille ou non, voilà, même si on en est conscient, on est quand même baignés là-dedans. Donc la définition qu'on a de nous, elle est elle a quand même notre influence à nous, notre propre perception de nous et puis évidemment, il y a celle des autres et ça a pu être dans nos vies des retours qui ont été positifs ou négatifs, OK? Donc certains ont été plus saucés dans un sens que l'autre, voilà, la vie est un peu injuste et inégale par rapport à ça, mais anyway, on a tous eu du positif ou du négatif. Mais qui en tous les cas a pu,
a pu, c'est une possibilité, encore une fois, pas du tout une obligation et une seule trame tracée, nous limiter, nous conformer selon des canons sociaux, des canons, de nos familles, de nos cultures, de nos religions, de nos croyances et cetera. OK, typiquement, on reprend, une enfant générateur manifesteur, parce que c'est un peu le thème, vu que j'ai partagé une story là récemment sur ça. Une enfant générateur manifesteur, en plus de ça, partons dans les clichés jusqu'au bout, une fille. Oui, mais cette enfant, c'est pas normal, elle part dans tous les sens, elle fait des activités de garçon, elle est hyperactive. Peut-être qu'à une certaine époque, on disait pas: «Il faut la médiquer», voilà. «Centre-toi, sois sage, nin OK? Alors que la nature même du générateur manifesteur, peut-être qu'un jour je ferai un podcast sur vous les GM parce que vraiment, c'est d'aller dans tous les sens. C'est de ne pas être focus. Voilà, sauf si vous avez, le canal, c'est lequel c'est? Hem, ah je retiens jamais, mince. 952, voilà, éventuellement ça peut vous aider, mais bon ma mère a le 952, elle est pas du tout enfin elle est focus, mais, voilà. À ses heures perdues, pas tout le temps. Heu, voilà, le générateur manifesteur n'est pas vraiment fait pour être focus, pour faire une chose à la fois. Et ça, dans une société, dans plein de conditions qui font que cet enfant, qui fille de surcroît, a pu être cataloguée d'hyperactive, intenable, casse-cou, tout ce qu'on veut. OK? Bon. Et ça, bah, ça nous définit après cet enfant selon son degré de, influençabilité. Elle a pu se dire: «Bah, voilà, moi je suis comme ça, en fait, il faut que je me calme, il faut que je canalise, mon énergie de vie, mon énergie de je pars dans tous les sens» et cetera et ça, bah, c'est un énorme frein pour les générateurs manifesteurs. C'est un exemple, on va pas pouvoir parler des générateurs manifesteurs dans ce podcast que vous, tant un jour j'en ferai un en fonction des besoins ou quoi, mais voilà, c'était plus pour donner l'idée. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être une réflexion autour de ce sujet, pardon, de la définition qu'on peut avoir de nous, mais surtout quel est l'impact de l'atteinte venant de la définition extérieure qu'il peut avoir sur nous? C'est pas très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris le sens. Anyway, donc la réflexion autour de ce sujet de l'identité, voir les projections qu'on a pu recevoir et que nous avons aussi potentiellement nous-mêmes sur nous, OK? Donc le design humain, moi ce que j'aime profondément dans cet outil, parce que vraiment my love complet, c'est qu'il nous amène, il nous invite à nous redéfinir nous-mêmes complètement selon un angle extérieur et neutre. À la condition évidemment qu'on ne le prenne pas pour un dogme, mais pour un outil de guidance, des suggestions, des propositions qui amènent à des expérimentations et des constatations personnelles, OK? Parce que le design humain, déjà, pour ceux qui ont un peu tâté le terrain, vous avez vu qu'on parle par mots-clés. C'est quelque chose qu'on aborde plutôt dans les études, mais qui sont pas, enfin, vous le voyez en fait dans le contenu parce que, comment dire? On sait les diffuser en tant qu'analyste parce qu'on les connaît. Hem, on parle beaucoup par mots-clés. Ces mots-clés ont une énorme importance et c'est là où on comprend aussi tout le poids des mots. En plus de ça, on sait que le poids des mots, si on dit une aura dense et repoussante, ça n'est pas du tout pareil qu'une aura ouverte et enveloppante ou, ça n'est pas pareil que, l'ermite ou que, la retraite. On est sur des notions vraiment très subtiles et très différentes. Et tout ça, notre système le comprend. Peu importe les croyances qu'on a autour de ça, notre système, notre inconscient le comprend. Parce que les mots ont un pouvoir vibratoire, les mots ont une signification spécifique et particulière. Et tout ça fait sens. Notre mental, il peut dire oui, ben, être en retrait et être ermite, c'est pareil. Le mental le pense. Et l'inconscient, il a très bien compris que c'est pas du tout pareil. Le retrait, l'ermite, c'est la ligne 2. La retraite, il me semble que c'est une ligne de la porte 6. Je crois que c'est la ligne 2. Il me semble, mais j'ai un doute. Donc on reste sur des choses assez différentes, sur des définitions différentes, très spécifiques. Et ça, quand on écoute notre première analyse, logiquement, on est censé avoir une bonne partie de ces mots-clés et ça commence à travailler, à agir sur notre inconscient, sur notre système, sur notre corps, sur nos vibrations, sur nos potentiels et cetera et cetera. Donc là, déjà, on recommence quand on prend une analyse, quand on se fait faire une analyse par quelqu'un, on recommence à prendre, contact avec nous par quelqu'un qui ne nous connaît pas, via quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne nous a jamais rencontrés, qui ne nous a jamais vus, qui a juste nos informations de naissance et qui nous décrit
grâce à ce qu'il voit, grâce à ce qu'il lit, comme on ne nous a souvent jamais décrit. Comme même nous, on aurait pu avoir du mal à poser des mots dessus. C'est quand même fou. Et ça fait déjà un premier impact, on va dire, sur nous, dans cette, reprise de contact avec nous-mêmes. Donc encore une fois, je l'ai précisé, parce que la notion elle est fine et on peut très vite y tomber, à condition, ça c'est mon angle de vue, qu'on prenne le design humain comme, voilà, un outil, solide, précieux, lourd, pas forcément comme un dogme, parce que aussi le design humain peut enfermer, mais ça, on en parlera une autre fois. Cette notion de redéfinition personnelle, quand on a cette première analyse ou ce premier contact avec le design humain, il amène ce qu'on appelle le déconditionnement. Le déconditionnement, c'est comprendre que souvent on a emprunté des voies, des manières de faire, d'être, de se comporter, qui n'ont jamais été nous. C'est aussi prendre conscience que la manière dont on opère, elle n'est pas forcément optimale et on peut rester dedans par croyance, par habitude, par conviction, par peur, etc. Exemple, une personne avec un plexus solaire non défini. Voilà, alors le centre du plexus solaire, un des centres au passage le plus difficile à déconditionner, etc. Le plexus solaire non défini, idéalement, est là pour être un miroir des émotions des autres, pas être une éponge. Et ça, c'est le cas de tous les centres non définis, c'est d'être un miroir et non pas une éponge. Donc le centre du plexus solaire non défini, son fonctionnement, encore une fois, idéal, hein, c'est d'être un miroir, c'est-à-dire d'être en mesure, à terme, d'être même avec une personne en plein conflit, en pleine vague émotionnelle intense, etc. Et de regarder la personne, en général ce sera un émotionnel qui vit ces vagues dégoulinantes là, lui dire, eh ben, je vois que tu as une émotion haute, je sens que tu ressens telle émotion, ou peut-être celle-là. Et puis peut-être au bout de 5 minutes: «Ah, je ressens que tu as changé d'émotion, c'est peut-être celle-là». Parce que étant un miroir, ça permet à l'autre de prendre conscience. On parlera des, changements dans les relations dans un autre podcast parce que ça a tout son poids aussi. Donc le plexus solaire non défini, il est là pour être un miroir, refléter à l'autre ses émotions, ne pas les prendre et il est aussi en mesure, à terme, de se laisser traverser. C'est-à-dire que oui, il peut voir les émotions, il peut les ressentir parce qu'il va les prendre de plein fouet, ça va être son fonctionnement, c'est son système à lui qui fonctionne comme ça. Mais quand il a compris que il est spectateur dans une salle de cinéma et qu'il n'est pas l'acteur, et encore moins les projections qu'on fait sur le personnage, et qu'il peut sortir de la salle de cinéma quand il veut, c'est un life changer. C'est-à-dire aussi de ne pas prendre la responsabilité de ce qui ne lui appartient pas, à cas les émotions des autres, qui ont des vagues océaniques versus des vagues de lac par rapport au plexus solaire non défini. Il y a des vagues chez le plexus solaire non défini, mais qui ont beaucoup moindre intensité qu'un plexus solaire défini. Ok, donc en sa présence, le plexus solaire non défini va capter, amplifier, et ça va sembler être une hécatombe, alors qu'en fait, il suffit, lol, entre guillemets, hein, de comprendre qu'il va capter, amplifier, première chose, qu'il n'est pas là pour sauver, deuxième chose, et qu'il peut se faire traverser, troisième chose. On se doute bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a bien compris, et ça n'est pas du tout ce qui est sous-entendu ici, c'est une fois qu'on a compris ça, on peut penser, agir différemment. Mais supposons que ce plexus solaire non défini, il soit né dans une famille de 5, tous plexus solaires non définis. Tous. Ok. Donc, la norme familiale, c'est d'avoir peur du conflit, c'est d'avoir peur des émotions, c'est de capter et amplifier les émotions. Genre, il y en a un qui revient un peu avec un pet en l'air le soir des cours ou quoi. Ensuite, la maman, bah, elle capte ça, elle amplifie parce qu'elle a passé une grosse journée. Elle prend une pile d'assiettes, elle l'éclate sur le sol. Tout le monde en train de péter un plomb. Mais vu que personne ne supporte le conflit parce que c'est insupportable, tout le monde va dans la chambre. Voilà. Ça amène quoi comme croyance? Detailing. Le conflit, c'est la mort. Si je fais des vagues, je ne suis pas aimé. Les émotions, c'est dangereux. Le corps, c'est dangereux. Plexus solaire non défini, en général, c'est assez lié tout ça. Tout un schéma de pensée autour des émotions qui, bon, malheureusement, ont été vérifiés par habitude et on va dire méconnaissance, sans que ça soit péjoratif dans ce que je dis. Et puis on garde ses croyances parce qu'on les a estimées vraies. Et puis là, le design humain te dit, bah en fait,
C'est une réalité que tu t'es racontée et en fait, tu es censé pouvoir être un miroir, tu es censé pouvoir te laisser traverser et puis surtout, quand c'est pas à toi, tu dis: «Stop, c'est pas à moi, je sors de la salle de cinéma». Le sol s'effondre sous les pieds, peut s'effondrer. Pour le meilleur, on est bien d'accord, hein. Mais ça peut amener quand même un gros chamboulement au niveau mental, au niveau culpabilité. Bon alors c'est pas le but non plus, mais putain, j'ai fonctionné comme ça pendant 20, 10, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien et en fait, c'est pas ça que mon véhicule sait faire de mieux. C'est ça en fait. Qu'est-ce que mon véhicule sait faire de mieux? Ben c'est pas alors, c'est capter, amplifier les émotions, oui, c'est une réalité, mais c'est aussi savoir m'en détacher et cette deuxième partie de phrase, souvent on l'a pas dans le début de notre vie. C'est la capacité de se détacher de. Ah et c'est pas vraiment alors j'ai pas suivi de thérapie avec des psychologues ou psychiatres, j'en ai suivi beaucoup d'autres. Je sais pas si c'est vraiment transmis en thérapie. Non pas que je remette le travail de ces professionnels en question, c'est pas ça du tout, c'est juste qu'on n'a pas le même vocabulaire et le même focus ou le même, vous savez, la lumière avec la lampe torche, on regarde peut-être pas au même endroit. Ce qui est, attention, très complémentaire et incroyable. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en thérapie, qui devraient y aller. Bref, passons, c'est un autre sujet. Juste, on n'a pas forcément le même vocabulaire et ça amène peut-être pas les mêmes conséquences au niveau mental, au niveau, réflexion derrière. Chacune est complémentaire, attention. Le déconditionnement, il amène aussi ce côté de voir noir sur blanc qu'on n'est pas cassé. On a juste été, voilà, formaté à fonctionner à contre-courant ou de manière inadéquate, pas idéale, par rapport à qui on est. Plexus solaire non défini. La norme dans ma famille, c'était de péter un plomb, de ne pas supporter le conflit, de fuir les émotions, d'avoir peur des émotions. En fait, non, les émotions, elles sont ce qu'elles sont. Déjà, elles existent, on ne peut pas faire sans, qu'on le veuille ou pas, c'est tout. Mais c'est juste qu'on les a pas apprivoisées. Et alors c'est juste, c'est un peu, réducteur quand je dis ça, mais quand on comprend que c'est que ça entraîne un énorme travail derrière, qu'on s'entende, mais ça se réduit à ça. On les a pas apprivoisés et on n'a pas bien non plus compris comment on fonctionnait. Du temps qu'on le voit mieux, il y a tout qui change. La perception autour des émotions, la perception autour de soi, la considération de soi, la valeur de soi, notre système nerveux, mon plexus solaire non défini, ça c'est encore autre chose. Mais ça fait un peu en mode, on se réveille. Ah ouais, OK, j'avais pas vu ça comme ça et là, c'est une bonne partie de l'illumination, de la prise de conscience et du réalignement, même si j'aime pas trop ce mot parce qu'il est utilisé bien à tort et à travers, mais bref, tu as compris. Il y a aussi une régulation identitaire. Apprendre à se définir autrement que par la performance, la constance ou l'adaptation aux autres. C'est aussi se dire, quand on est non sacral, j'ai assez fait. Quand on est, comment dire? Cœur ego non défini, je n'ai rien à prouver et certainement pas dans la performance. Tout plein de choses comme ça. Encore une fois, avec des mots-clés, avec des sujets, des thèmes assez différents ou des pistes précises, mais on est dans une forme de, moi c'était quoi? Qu'est-ce qui m'avait le plus, ouais, je crois que c'était par rapport, à ma racine, ça m'a pas mal challengée, je crois, pendant longtemps, parce que j'ai travaillé en tant qu'infirmière dans des services d'urgence, hein, tout ce qu'il faut pas, hein, voilà. Manifesteur, racine non définie, tout ça. Donc moi, les situations d'urgence, c'est ma hantise la plus totale. Maintenant, je les gère un peu mieux parce que je maîtrise mon sujet, voilà, un peu. Mais je suis toujours très mal à l'aise dans ce genre de situation-là. Et quand j'ai compris aussi que j'avais pas de problème, c'était juste que mon environnement idéal, il mérite d'être dénué d'urgence le plus possible. Waouh! Est-ce que c'est une tare? Je crois pas. En fait, juste, je ne crois pas. Juste que quand on est dans, bah, un environnement comme je travaille encore aujourd'hui, dans un service d'urgence, même si c'est modéré et assez canalisé, on va dire, c'est, on peut se dire: «Mais on est complètement givré, on est timbré» ou «On ne sait pas se gérer» ou «On a trop de stress». Non, non, c'est juste que la notion de pression, c'est pas possible. Je repense à un truc aussi, mon père voulait absolument, absolument que je fasse médecine. Moi, je le savais depuis le collège que ce genre d'études-là, me ferait avoir des idées noires parce que je ne supporterais pas, je n'aurais jamais supporté la pression qu'il y a dans ce genre d'études-là.
Je le savais depuis le début, il m'a cassé la tête pendant des années: «Oui, fais médecine». Bon, je sais, j'ai les compétences, je les ai, c'est pas un souci, ça je le sais très bien. Mais j'ai décidé de faire, on va dire, infirmière pour pouvoir beaucoup mieux gérer et canaliser ma putain hem, d'empathie au niveau du stress mental, parce que j'ai une tête full open. Voilà, dans mon design, j'ai une tête full open, donc au niveau anarchie mentale, on est bien. Je savais très bien que ça allait me déréguler partout, voilà. Et ça, est-ce que c'est une tare encore une fois? Non, c'est un fonctionnement spécifique et particulier. Et ça, quand on commence aussi à enlever du poids de culpabilité sur sa propre définition personnelle en se disant: «Ben, en fait, non, juste, je fais ce que je peux avec ce que j'ai». Waouh, life changer. Mais là, on est précis parce que, je vais pas forcément revenir sur l'empathie, mais l'empathie, utilisée dans le langage courant, ça veut un peu tout, rien dire. Mais là, on sait, sous l'angle du design humain, qu'on peut être empathe au niveau de la pression mentale, de la pression physique, au niveau des peurs, au niveau des émotions, au niveau de l'identité, au niveau de de l'organisation mentale, au niveau de la production. On peut voir nos sensibilités et nos zones d'empathie de manière très précise pour réajuster de manière beaucoup plus chirurgicale. Ça, c'est aussi très différent. Ça amène quand même un changement radical. Ensuite, ce qui est intéressant avec le design humain, c'est qu'on reprend aussi cette notion de souveraineté, encore une fois un mot super, utilisé, au niveau de je décide d'expérimenter certaines choses. C'est oser expérimenter ce qui est entre guillemets «censé», parce qu'encore une fois, aucun analyste ni personne n'aura la science infuse sur nous. Le but, c'est d'expérimenter, que vous soyez ligne 3 ou pas en design humain. C'est d'expérimenter pour voir ce qui nous convient selon les informations de cet angle de vue proposé. De ne pas faire comme tout le monde, mais comme il convient, pardon, au mieux de faire pour soi. Quel exemple je peux donner? C'est oui, oser expérimenter, quel exemple je peux donner? Alors, bon, reprenons l'exemple de la ligne 3, le summum de l'expérimentation. La ligne 3 dans le profil qui est la ligne du martyr. Celui qui est fait pour aller saigner dans la matière pour tester les choses. Il n'est pas là pour rester dans la théorie. Bon, moi je suis 1-3, on peut reprendre le 1-3. Le 1-3 qui va être titillé et tiraillé entre la ligne 1 qui a besoin d'une énorme sécurité, intérieure, énormément de connaissances, énormément de fondations très, 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 très solides, beaucoup de théories, hein, et la ligne 3 qui ne croit pas à la théorie, qui va l'entendre et qui va aller dire: «Je vais aller la tester, je vais aller saigner un bon petit coup et je vais voir si c'est vrai ou pas et ce qui marche». Voilà. Supposons que la personne, elle soit un 3 et elle soit un peu figée dans le côté ligne 1, qui a besoin d'investiguer, qui est très insécure, qui a besoin d'étudier, étudier, 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 et cetera, et qui a tellement peur de se rater, par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à, ce qu'elle ose ou ce qu'elle croit qu'il est possible, qu'elle a peur d'aller expérimenter dans la matière. C'est-à-dire, typiquement, des personnes aussi, pour reprendre un exemple qui n'est, pas du tout, corrélé à la réalité, des personnes qui font 10 000 formations en design humain et qui, au bout de X années, disent: «Ouais, mais j'ai l'impression que je suis coincée dans ma tête. Est-ce que seulement tu as l'expérimenté?» Là, on rentre dans le cadre aussi de la régulation du système nerveux. C'est un sujet à part. Mais est-ce que seulement en tant que 1-3, oui, tu as fait 5 ou 6 formations certifiantes, j'en sais rien. Est-ce que tu es allé expérimenter? Est-ce que tu es allé te confronter à tes émotions? Est-ce que tu es allé te confronter clairement à ton autorité? Est-ce que tu es rentré dans le conflit? Est-ce que tu as osé informer? Est-ce que tu as osé répondre? Est-ce que tu as osé prendre le temps? Est-ce que tu as osé te reconnaître en premier si tu es projecteur? Au lieu d'attendre fondamentalement l'invitation sans te voir toi? Peut-être pas. Et là, après, on se dit: «Oui, mais gna gna gna». Donc là, c'est l'idée, c'est comprendre en fait les grandes lignes de comment on fonctionne et d'oser y aller. Oser des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire. Je reprends aussi un exemple, enfin, un exemple personnel, c'est que moi, ligne 3, j'ai toujours bien senti mon design sans vraiment, mettre des mots dessus. On va dire que j'avais certains fonctionnements qui étaient, comme tout le monde, hein, plus ou moins, normaux par rapport à mon design, sans forcément le connaître. Et moi, j'étais un peu du style: «Ouais, je vais expérimenter beaucoup de choses». Beaucoup de choses, jusqu'à ce que, j'ai compris aussi que je pouvais décider de ne pas expérimenter des choses, parce que c'était pas forcément bon. Après, disons que la déviance, je reprends encore une fois l'exemple de la ligne 3, c'est parce qu'elle sent qu'elle a les épaules pour, elle peut expérimenter tout et n'importe quoi, sauf qu'en fait, non. C'est le meilleur moyen pour la ligne 3 de devenir pessimiste. Et d'arrêter d'expérimenter parce qu'elle est complètement usée, à juste titre, de faire tout et n'importe quoi. Donc après, c'est
Parce que j'ai écouté mon autorité émotionnelle et que je me suis aussi confrontée à mes peurs, à mes émotions, à mes limites, à mon cadre, il y a certaines expériences que maintenant je refuse d'expérimenter parce que je sais que, encore une fois, c'est pas bon pour moi. Donc là, on va dire que c'est de la connaissance de soi globale, c'est de la maturité, c'est voilà. Au bout d'un moment, on est d'accord, mais c'est aller à fond dans l'expérience, oser faire des choses. En tant que ligne 5, si tu veux te lancer sur les réseaux, oui, mais j'ose pas, nin nin, peur du bûcher, peur d'être mis sur le bûcher, la ligne 5 l'hérétique. Oui, mais si tu te montres pas et si ton souhait, c'est par exemple de travailler, de faire un truc sur les réseaux, que tu te montres jamais, alors après il y a différentes manières de se montrer, qu'on s'entende très, très bien aussi. On n'est pas obligé d'apparaître facecam tout le temps si on est ligne 5. Il y a différentes manières de montrer, ses talents en tant que ligne 5, mais si tu le fais pas, on va jamais te voir. Tu vas être invisible. Après, bon, les lignes 5, vous avez quand même pas mal de facilité. Moi, pour être dans le milieu de la danse et donc très dans le visuel, très dans le show, ceux qui ont le plus de visibilité, qu'on le veuille ou non, ce sont les lignes 5. J'ai pu avoir le design de certains profs, on va dire, connus dans le milieu dans lequel je suis, quasiment tous des lignes 5. Tous, 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 tous. Il y en a certains qui sont, on va dire, connus aussi, qui n'ont pas forcément de ligne 5, qui forcent un peu, sans que ça force un petit peu, hein. Mais les lignes 5, voilà, il y aura de ça, mais après, il faut savoir aussi que les gens vont avoir des projections sur vous, qu'il faut se confronter à tout ça, qu'ils vont projeter sur vous, ils vont vous inventer des vies, que voilà, c'est un peu sujet à tout plein de choses, OK? Mais c'est oser expérimenter. La ligne 5, vous avez des facilités pour avoir un message de masse, eh bien, OK, allez-y. Regardez aussi certaines coachs qui ont le plus de succès, ce qui ne veut pas forcément dire systématiquement que, ça nous correspond, hein, on va dire ça comme ça. C'est très souvent des lignes 5, très souvent, c'est avéré. Donc c'est oser expérimenter ce qui convient, au mieux de faire pour soi. Les lignes 2, les profils 2-4. Alors je parle beaucoup en profil, je sais pas, en ce moment j'ai la tête dans les profils, je sais pas pourquoi. Les profils 2-4, hem, ça pourrait vous user que de fonctionner tout le temps en mode ligne 4, réseau, 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 réseau. Non, vous avez besoin de moments d'ermite, complètement coupés du monde et des moments de grand réseau. Mais vous oscillez entre les 2. De forcer tout le temps le réseau ou l'hyperlien, c'est pas forcément bon pour vous. Alors c'est, je pense, bon pour personne parce qu'on reste des humains et que notre système nerveux a des formes de limitation par rapport à l'hyperstimulation, mais particulièrement pour les profils de 4, c'est des moments de gros ermitage, de grosses coupures et des moments de gros, gros liens. Voilà. Ça c'est une réalité. Donc pour ce point-là. Ensuite, quelle notion de responsabilité et d'identité cela ramène en nous? Comment on se positionne face à cela? La notion d'identité, de responsabilité, en sachant qu'on a peut-être fait comme la masse pendant des décennies. OK, ben, en tant que manifesteur, j'ai jamais initié de toute ma vie, voilà. Je sais pas pourquoi, parce que je suis entourée de générateurs manifesteurs, de projecteurs qui sont pas alors qui sont pas énergétiquement, bien entendu, dans cette énergie de création, non, c'est pas vrai, mais de initiation pure, de canalisation initiée, boum, en n'attendant rien ni personne. Donc en tant que manifesteur, ben, je passe ma vie à pas le faire et puis après je sens qu'il y a des résistances et cetera et je reçois ma première analyse et puis on me dit ça, on me dit qu'en fait, bah, mon rôle, c'est d'initier slash informer. Ah non, 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 moi j'ai toujours connu que le fait de répondre, j'ose pas prendre mon leadership, j'ose pas, faire tout ça. Non, 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 j'ose pas du tout. OK? Responsabilité là-dedans. Non seulement il y a pas forcément, d'entrée dans l'expérience, on peut se tromper encore une fois, hein, mais le but c'est quand même d'expérimenter et après, ben, est-ce que finalement ton système, une fois qu'il a entendu ça, il va pas courir après? Et comment tu vas te sentir après? Ou est-ce que tu te contiens aussi en tant que manifesteur parce on t'a toujours dit, pardon, que tu étais beaucoup trop, que tu prenais trop de place, que tu dérangeais trop et que du coup, ça a créé un système de croyance de: «Non, non, non, surtout le leadership, tu l'étouffes à mort». Ouais, mais c'est ce pourquoi mon système est là et c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Mmh. Ressentir des résistances et lutter contre aussi. Clairement, hein, les résistances, on peut en avoir énormément. Encore une fois, je vais pas revenir dessus, je l'ai déjà dit, mais les croyances,
l'éducation, la culture, la société et cetera. Donc quelles sont en fait ça pourrait être intéressant aussi de voir les croyances de base, les grandes lignes de ce qu'on nous a dit qui étaient vraies et qui peuvent ne pas correspondre à notre fonctionnement et comment on se les approprie et est-ce qu'un jour on passe le cap de tester d'autres choses et d'aller à l'encontre du courant dans lequel on a vécu pendant longtemps. Alors que procéder différemment en dehors du cadre de référence semble être une solution potentielle. Encore une fois, ça n'est pas la meilleure solution. Moi, j'aurais jamais j'essaierai de pas dire je ne dirai pas: «J'ai la solution absolue à tout». C'est vraiment expérimenter, mais en tant que manifesteur, reprenons l'exemple, qui a peut-être vécu dans un monde de générateurs qui sont en réponse ou d'êtres sacros qui sont complètement en réponse, lui, il n'est pas censé être en réponse à. Il est censé allumer le feu et pas attendre, que le feu soit allumé pour, «s'activer autour», entre guillemets, c'est ça. Mais est-ce que je vais oser me confronter au regard de ma famille, au regard de mes pairs, au regard de ma société? Si je prends les devants, si, j'initie plus, mais est-ce que mon système n'attend pas que ça? Même si ça demande beaucoup de boldness, d'audace de le faire. Qu'est-ce qui me freine là-dedans? Après, j'aimerais bien parler aussi de faire face à ces parts de lumière, dans tout ce qu'on peut appeler, tout ce qui est shadow work et cetera. Shadow work, c'est le travail de l'ombre. On parle pas forcément du light work. C'est tellement des mots à la mode, vraiment. Mais le travail de ces parts de lumière qui sont souvent décriées comme étant les plus faciles à accepter. Mais loin s'en faut, clairement pas. Parce que quand on lit aussi certains potentiels qu'on peut avoir dans notre charte, qu'est-ce que ça peut être? La grâce, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, des trucs, valorisants? Le Bouddha, Svadhisthana aussi, je crois. Il me semble qu'il y a des termes assez, heu, bien vus, selon les portes quand on plonge un petit peu plus dans son design. Et là, quand on te dit: «Bah, tu as l'apport de la grâce», qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah, l'apport de la sexualité, bon ça c'est mitigé en fonction de comment on le voit. Hem, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Le canal, c'est quoi? C'est le 2-14, c'est ça qui transforme le plomb en or? Quand on commence à voir qu'on a des potentiels «lumineux» entre guillemets et qu'on a peut-être été élevé dans un environnement qui nous a pas forcément mis en lumière, mais on se dit: «Mais attends, mais moi j'ai tout ça, mais est-ce que je peux seulement? Est-ce que je m'autorise à avoir ces parts de lumière à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'autorise à les exprimer?» On peut se confronter en prenant conscience de nos parts de lumière, de nos potentiels réels, de ce qu'on a enfoui, de ce qu'on a camouflé, pour X ou Y raison, et donc potentiellement des résistances pardon, face à cette puissance, ces révélations, mais aussi cette culpabilité, cette sous-estimation, des fois cette humilité limitante. Oui, mais non, je suis pas très gracieuse. Non, non, je suis pas vraiment ça. J'ai pas vraiment de talent, j'ai pas vraiment d'inspiration. Ouais, canal 1-8, OK, quoi. Je suis pas très créative, pas très créatif. Canal 1-8, désolé. Peu importe l'art dans lequel tu vas t'exprimer, il y a de la création. C'est le potentiel le plus créatif du design humain. Apporte une, particulièrement. C'est aussi intéressant par rapport à ces parts de lumière que le design humain peut mettre en avant. Comment on réagit face à ces éléments-là? Quel est le langage intérieur? Je mérite pas. Je ne devrais pas. J'ai pas le droit. Que vont dire les gens si? Parce qu'en plus en Europe, hein, en Europe, on a vraiment cette fâcheuse tendance à, hem, aimer la sous-estimation, aimer se rabaisser. Et les anglo-saxons en face là, ils en ont rien à taper, hein. Canadiens, américains, bon, il y a de tout là-bas, c'est sûr, mais au niveau mise en lumière des potentiels et des compétences des gens et de se mettre en lumière de manière, en fait, hyper saine, des fois, presque un peu too much d'un point de vue européen, ça va, quoi. Ça va. Après non, j'allais dire un argument tellement européen, c'est savoir, de quoi tu parles, tu vois? Mais nous, à côté de ça, c'est très, très latin, Europe, vieille Europe, quoi, enfin, vieux continent en mode: «Non, non, faut pas trop en faire, quoi. Faut pas trop en faire, faut pas trop montrer, hem, faut pas trop dire que tu es lumineux, faut pas trop dire que tu es doué, faut pas trop dire que tu as des compétences dans ça, que tu sais très bien le faire». Non, on est vraiment dans un truc comme ça, donc ça nous teinte complètement, notre inconscient collectif, européen, là. De dire: «Non, non, faut pas être trop, trop brillant, faut pas être trop limitant, pardon, faut pas être trop,
brillant, pas être trop, talentueux, pas être trop, pas prendre trop de place, quoi. Donc ça, après on est là: «Oui, j'accueille mes parts de lumière», ouais, dans la spiritualité bien chez père, pas du tout ancré, quoi. Et après pour les ancrer dans la matière, ça bégaye un peu fort. Le design humain, j'ai parlé des parts de lumière, il amène aussi les parts d'ombre, mes préférées. Et les parts de lumière, ça se alors, comment dire? Le versant, lumière, il est cool pour faire la paix avec soi. Enfin, les 2 amènent à faire la paix avec soi. Sur la notion de mérite, je dirais, pour, les parts de lumière, je les appelle comme ça parce que j'ai pas d'autre mot là qui me vient. Mais sur la notion de mérite et autorisation et les parts d'ombre, déculpabilisation. Je dirais plutôt que c'est sur, ce plan-là. Et authenticité. Pour moi, les parts d'ombre, ça amène tellement, tellement aussi à aller travailler sur ces parts d'authenticité parce que, on va aller le voir après. Donc le shadow work, les parts d'ombre, c'est vraiment l'autre versant de la pièce. Le shadow work en lui tout s en à lui tout seul pourrait être un sujet de programme. Je peux pas en parler pendant des heures dans ce podcast parce que ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop complexe. Moi, ça fait des années que je traîne un peu dedans. Je ne me suis pas spécialement formée, mais j'ai pas mal œuvré par rapport à ça. Hem, Disons que c'est le travail de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, pour faire très court, très simple. Et le design humain, c'est un excellent support de shadow work. C'est Il peut nous mettre en avant, moi dans mon design, j'ai quoi? J'ai, l'exclusion, j'ai, l'hypocrite. On adore la 10.6 en détriment. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ou faites ce que je fais, mais pas ce que je dis. Fais un truc comme ça, déjà, t'es là: «OK, super, super». On adore. Je crois que j'ai, 10.3 et 10.6. Alors magnifique au niveau de l'expression de la porte et je suis pas sûre que la 10.3 s'en détriment, mais waouh, la 10.6, tu là: «OK, merci». Hem Ouais, j'ai l'exclusion, j'ai l'hypocrite, j'ai la perversion aussi, 58.2. Exprimer que en détriment, pas le choix, OK, magnifique. Donc quand on commence à plonger un peu dans ces thèmes-là de son design, on fait bien la gueule, hein. Alors il y a des chartes qui sont peut-être un peu mieux loties que d'autres, mais alors certaines, elles prennent cher, hein. Voilà. Déjà, quand tu te prends, je ne sais combien de ligne 3, tu peux te dire, non seulement le potentiel, il est ce qu'il est, mais en plus, tu vas aller le tester dans la matière d'une manière un peu anarchique et régulière pour bien saigner, donc peu importe lequel c'est, tu vas aller tester dans la matière ce qui fonctionne pas. Donc tu chies un peu et après, bah, dès que tu as des détriments, bon, bah, en fonction de ce que c'est, tu pas très content. Donc c'est vraiment aller, ben, par exemple, se confronter à 58.2. C'est la meilleure, je trouve, pour parler du shadow work, enfin une des meilleures, il y en a d'autres, hein. Mais elle parle à tout le monde, parce que la 58.2, c'est la perversion. Et là, on connaît tous perversion narcissique, les manipulateurs, manipulatrices, nin 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 nin, on connaît tout ça, c'est bon. Et là, on te dit: «Bah, tu as le potentiel dans ta charte». Je me souviendrai, je pense pendant longtemps, j'écoutais mon cours et Jacques Chapoutot, donc il disait: «Oui, la 58.2, c'est la perversion». Je savais que j'avais la 58 et j'étais là: «Par pitié que j'ai pas la 2, ligne 2», et c'était la ligne 2. J'étais là: «Bon, ben, joy, on est trop content». Après, quand on plonge vraiment dans l'étude de alors cette porte-là en particulier, comme toutes les autres, on voit que alors au début, j'ai un peu fait la gueule, mais d'avoir un potentiel alors comment dire? Avoir un potentiel comme celui-là, le potentiel existe à l'intérieur du corps. La plupart du temps, le système le connaît et parce qu'on nous a dit la perversion, à juste titre quand même, c'est quelque chose de mauvais, tu l'enfouis. Donc, c'est comme s'il y avait un truc inconscient qui disait: «OK, on sait qu'on a le potentiel, mais parce que si on l'exprime, on peut être rejeté, on peut être mis dehors, on peut être tué, on peut être banni de la société, on va l'enfouir». En plus, banni de la société, dans notre cerveau qui est pas encore, qui a pas évolué aussi vite que notre société actuelle, ça équivaut à la mort, OK? Donc déjà, il y a ça, donc après c'est soulever ça, voir dans sa vie où est-ce qu'on a pu être pervers ou perverse, OK? Pas forcément dans le sens qu'on lui donne dans le langage courant. Parce que ça aussi, c'est un gros truc dans le design humain, c'est que les mots, alors, n'ont pas la même connotation, ont la même définition, mais pas forcément la même connotation. Un martyr, c'est quelqu'un qui va l'expérimenter. Dans le langage courant, le martyr, c'est celui qui s'est fait crucifier, qui a souffert sa rage, à juste titre aussi, mais le poids émotionnel, ça n'est pas le même. Quand on te dit martyr, c'est celui qui va expérimenter versus c'est celui qui s'est fait crucifier, on n'est pas dans la même vibration, tu vois?
Donc la perversion, moi après j'ai lu aussi comme des documents par rapport à ça. Voilà, j'ai une réaction de grosse perverse. La perversion, donc dans ce sens-là, c'est, ceux comment dire? Une énergie de ceux qui vont écrire des biographies sur les tueurs en série, par exemple. Et là on se dit: «Oui, mais quelle idée, d'écrire ça!» Mais toi-même le premier ou la première, tu vas aller acheter ça parce que c'est fascinant. Mais qui a pensé à écrire ça? Un pervers, une perverse. Il faut être pervers pour, faire ça. Il faut être pervers pour lancer certains films qui sont vraiment chelous et pour le coup qui sont vus et revus des milliers, des millions de fois, hein. Des livres pervers, heu vous voyez un peu l'énergie, mais comment dire? Ou de réaliser des émissions, «Faites entrer l'accusé», voilà. C'est un truc de pervers ça! En vrai, c'est un truc de pervers. Est-ce que seulement cette émission a fait un flop? Pas du tout. Donc qui est le plus pervers, celui qui l'a fait ou celui qui la regarde? Bref, le débat est sans fin. Donc tu vois l'idée? C'est-à-dire que la perversion, exprimée sous cet angle-là, elle sert. Je sais plus dans la définition, il reprenait l'exemple d'un mec, qui un écrivain à qui on avait demandé de faire une biographie sur une personne un peu entre guillemets «lisse». Il a dit: «Mais c'est nul. Il y a pas de vagues, il y a pas de château qui s'écroule, il y a pas de mort, il y a pas de trucs un peu bizarres là!» Et les pervers, la 58.2, elle recherche les trucs bizarres parce que c'est ce qui l'excite, tu vois? Et on a besoin de cette énergie, en fait, parce que ça attise la curiosité, parce que ça permet de, heu, amener des vérités, faire entrer l'accusé, ça permet d'étudier la psychologie. Comment dire? Les conséquences sont sans fin, tout comme les conséquences de tous les potentiels qu'on a. Mais vu sous cet angle-là, tu es là: «Ah ouais, OK». J'arriverai pas forcément à dire en quoi je suis perverse, si, peut-être sur les points noirs, tu vois? Et pareil, il faut être perverse pour aimer ça, en vrai. Et après quand tu le vois comme ça, tu dis: «Bon, OK, c'est un potentiel que j'ai en détriment» et si un jour, en plus, on va me dire: «Ah bah, tu un côté pervers», je dirais: «Ouais, de fou furieux». La personne, qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde à ça? Rien. C'est ça le shadow work, c'est être aussi en mesure de dire quand on vient te voir pour quelque chose que tu as pendant longtemps caché, de dire: «Mais en fait, tu comme ça, t'as ça». «Ouais». Cette simple réponse: «Ouais, oui, t'as raison», ça il y a plus aucun argument qui tient derrière. Si tu le sais qu'on peut même pas te le reprocher, déjà tu gagnes en puissance de fou furieux et en ancrage. OK, je sais que j'ai ça. Ben, je vais l'apprivoiser plutôt que de le rejeter. Ah, mais quelle paix intérieure! Quelle paix intérieure d'arrêter de se faire la guerre. T'en penses quoi? Voilà, en fait, c'était ça l'idée. Donc le shadow work avec le design humain pourra amener des mots très précis et ça peut énormément aider à la redéfinition de soi. Qu'est-ce que j'avais vu aussi moi? Le 59 pour de la sexualité. Alors, je suis très intéressée par ces sujets depuis très longtemps. Pendant longtemps, je me suis dit, quand je voyais des potes, dans l'école, enfin, aux écoles où j'étais, très réservés, très pudiques, je disais: «Eh, quoi ça sert d'être comme ça?» Chacune a le droit d'être comme elle veut, hein, OK. Mais moi, j'étais curieuse de comprendre le fonctionnement des hommes, des femmes, de ce qui se passe dans les interactions et maintenant je comprends, c'est ma seule porte de mon sacral non défini, en ligne 6. Donc en plus, elle va expérimenter, elle a besoin d'un temps de recul et puis après elle va revenir avec une autre forme de sagesse. Incroyable! Et je sais aussi que, alors pas forcément, l'acte en lui-même pur, mais l'ouverture de brèche que peut créer cette porte-là, c'est mon moyen aussi d'entrer en interaction avec les autres. Parce que je sais être très intime avec certaines personnes très rapidement. Pas très intime d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, on est d'accord, hein? Mais c'est ce qui me permet de briser la glace, cette porte-là. Incroyable, quand on le voit comme ça, ce potentiel. Incroyable! Mais au début, on pourrait dire: «Oui, mais la sexualité, non, non». Redescendons. OK? C'est comment on décide de tourner son propre langage intérieur pour intégrer un potentiel, une porte et ne plus les refouler. Comment transformer ce potentiel, entre guillemets, «honteux» en force et ici on arrive à l'empowerment. Alors c'est un mot très anglais, pareil, empouvoirment en français, ça sonne déjà moins bien, mais dans l'idée c'est ça, c'est reconnaître tes talents innés, type, autorité, définition, profil, potentiel, porte et accepter que ton chemin unique soit ton plus grand atout, dans tes potentiels, dans ta saveur à toi. Ça, je trouve c'est juste fou.
Donc ce chemin de la redéfinition de soi, il est vaste, complexe, il est très unique, il est très personnel, il est très, personne dépendant. Chaque outil est puissant, il y a pas que le design humain, il y a pas que le theta healing, il y a pas que la régulation du système nerveux, même si ça fait beaucoup tout ça. Bon, le système nerveux, pour moi, je pense que c'est vraiment le fondamental de la base qu'on devrait tous savoir le plus tôt possible. Mais disons que pour se redéfinir soi, le design humain, c'est un support juste incroyable. Tant par sa justesse que par la responsabilisation de tes parts d'ombre, de tes parts de lumière, de la récupération identitaire, de ton déconditionnement, d'oser prendre ta souveraineté dans qu'est-ce que j'expérimente ou pas, en fonction de mon langage intérieur. C'est assez fou. Donc on sort vraiment ici des injonctions qu'on a pu recevoir pendant longtemps et on recrée son mode de fonctionnement idéal. Si on est générateur manifesteur, si on est générateur. Si on est générateur manifesteur, on s'autorise l'espace, la liberté de partir dans tous les sens. Si on est générateur, on s'autorise à avoir son rythme. Si on est projecteur, on s'autorise le repos et avoir un axe de guidance ultra pointu. En tant que manifesteur, on s'autorise à attendre rien ni personne, à pas demander la permission. En tant que réflecteur, on s'autorise à avoir un rythme complètement différent des autres, à être un miroir, à être une jauge sociale, sans avoir à s'excuser ou demander la permission d'exister. C'est assez fou. Rien que ça, et je parle que des types. Il peut y en avoir tellement d'autres. Tout ça pour notre plus belle expression sur cette terre, isn't it? Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Ça fait déjà un bon petit temps. Au plaisir d'avoir tes retours, d'avoir tes sensations, tes impressions à l'écoute de ce podcast. Et je te dis à très bientôt sur Instagram ou je ne sais quelle autre plateforme. Ciao, ciao!